Bonjour et bienvenue au livre audio de l'Orangerie de Larry Tremblay, lu par moi, Hugo le Magnifique. Mais aussi, je vais juste dire à cause pas beaucoup de monde semble savoir ou en faire utilisation. En dessous, tous mes livres audio, maintenant, il y a un lien vers un dossier Google Drive. Vous pouvez tout télécharger les livres audio et les écouter dans l'autobus, sur votre ordi, dans le fond, sans avoir accès à l'Internet. Vous pouvez utiliser ça. FVLC, ça marche super bien pour lire ça sur votre ordi ou sur votre téléphone ou tablette si vous voulez le lire en vitesse. Sinon, l'orangerie, page 27, on commence. Depuis que l'école du village avait été détruite lors d'un bombardement, Tamara s'était improvisée professeure. Chaque matin, elle faisait asseoir les deux garçons dans la cuisine, près des gros chaudrons au cul noirci, et prenait un plaisir évident à jouer son nouveau rôle. Elle a- Il avait été question de relocaliser l'école, mais personne au village ne s'attendait sur l'endroit. Alors, depuis des mois, les familles se débrouillaient comme elles le pouvaient. Ahmed et Aziz ne s'en plaignaient pas. Ils aimaient se retrouver dans les odeurs de la cuisine où pendaient du plafond des bouquets de menthe fraîche, des chapelets de gousses d'ail. Ils avaient même fait des progrès. Ahmed savait mieux écrire et Aziz, malgré son hospitalisation, affrontait sa table de multiplication avec plus de courage. Comme les garçons n'avaient plus de livres sous la main, Tamara avait eu l'idée un matin de fabriquer des cahiers avec du papier d'emballage récupéré, et c'était eux, petits écrivains de cuisine, qui noircissaient de leurs histoires les pages froissées de ces drôles de livres. Les garçons s'étaient vite partis au jeu. Ahmed avait même inventé un personnage à qui il faisait vivre des aventures impossibles. Celui-ci explorait des planètes lointaines, creusait des tunnels dans le désert, terrassait des créatures sous-marines. Il l'avait appelé Dodie et l'avait affublé de deux bouches, une très petite et une très grande. Dodie utilisait sa petite bouche pour communiquer avec les... Oh, avec les insectes et les microbes. Il utilisait sa grande bouche pour faire peur aux monstres qu'il combattait vaillamment. Mais Dodie parlait parfois avec ses deux bouches en même temps. Alors les mots qu'il prononçait se déformaient de façon cocasse, créant des mots nouveaux et des phrases chaotantes qui faisaient rire les petits écrivains en herbe. Tamara s'en amusait beaucoup, mais depuis la nuit du bombardement et la mort de leurs grands-parents, leur cahier improvisé ne racontait que des histoires tristes et cruelles, et Dodie était devenu muet. Une semaine après la visite des hommes venus en jeep, la voix lointaine de Zahed est parvenue jusqu'à la cuisine où Ahmed et Aziz travaillaient sans enthousiasme dans leur cahier. Ils les appelaient de l'orangerie, où ils passaient 12 heures par jour à cercler, arroser, vérifier chaque arbre. Ce n'était pourtant pas l'heure de sa pause. Ahmed et Aziz ont quitté leur crayon pour rejoindre en courant leur père, anxieux d'apprendre ce qu'il voulait. Tamara est sortie de la maison. Zaed lui a fait un signe de venir aussi. Elle a hoché de la tête et retourné à l'intérieur. Zaed l'a insulté devant ses fils. Zamil ne l'avait fait. Ahmed et Aziz ne reconnaissaient plus leur père. Quand elle a commencé à parler, sa voix était pourtant plus calme que d'habitude. Observez mes fils, comme la lumière est pure, a dit Zaed. Levez la tête, regardez, un seul nuage glisse dans le ciel. Il est très haut et s'étire lentement. Dans quelques secondes, il ne sera plus qu'un filament dissous dans l'azur. Regardez, vous voyez, il n'existe plus. Tout est bleu, c'est étrange. Il n'y a pas de brise aujourd'hui. La montagne, loin, semble rêver. Même les mouches ont cessé de bourdonner. Tout autour de nous, les orangers respirent en silence. Pourquoi tant de calme, tant de beauté? Ahmed et Aziz ne savaient pas quoi répondre à la question surprenante de leur père. Zayed les a pris par la main et les a emmenés au bout du champ, à l'endroit où ils avaient enterré ses parents. Ils a fait asseoir sur la terre brûlante. Regardez comme la tombe de vos grands-parents semble nous dire qu'ils reposent en paix. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter leur mort atroce? Écoutez-moi. L'homme qui accompagnait Soulayed l'autre jour s'appelle Kamal. C'est le père de Halim. Ahmed et Aziz gardaient le silence. Halim, vous le connaissez? Vous ne voulez pas me répondre? Je sais que vous connaissez Halim. L'autre soir, quand Sulaïed s'est tu, son père Kamal m'a parlé à son tour. Sa voix n'était pas aussi ferme que celle de Sulaïed. Il m'a dit: Zaïd, tu as devant toi un grand pêcheur. Je ne mérite pas de me tenir en ta compagnie. Comme Sulaïed l'a dit, tu es le digne fils de ton père Mounir, dont ta renommée a depuis longtemps dépassé les murs de sa maison. Il faut être en harmonie avec Dieu pour réussir ce que ton père a fait avec ses deux mains. Quelle pitié de contempler sa maison détruite. Quelle honte.
quelle douleur! Accepte les pauvres prières du pécheur que je suis. Je me frappe la poitrine, je prie pour l'âme de tes parents. Et Kamal s'est donné 3 grands coups sur le cœur avec le poing. Comme ça, insistait Zaed en reprenant devant ses fils le geste de Kamal. Kamal m'a encore dit: Dieu t'a béni 2 fois, Zaed. Réjouis-toi, il a mis dans le ventre de ta femme 2 fils semblables. Ma femme est morte en donnant naissance à notre seul fils. Amal est ce que Dieu m'a donné de plus précieux. Pourtant, je l'ai frappé. Regarde, tu vois encore les marques sur son visage. Je l'ai frappé quand elle m'a fait part de sa décision. J'ai fermé les yeux et j'ai frappé comme si je frappais un mur. J'ai fermé les yeux parce que je n'aurais pas pu frapper mon fils dans la lumière du jour. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le sang. J'ai fermé les yeux et j'ai frappé plus fort. J'ai ouvert les yeux. Alim n'avait pas bougé. Elle se tenait droit devant moi et ses yeux étaient remplis de larmes rouges. Que Dieu me pardonne. Je ne suis qu'un misérable pécheur. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas voulu comprendre sa décision. À présent, tu comprends la décision de ton fils, alors dit Sulayed à Kamal, avant d'aller chercher la ceinture dans le Jeep. Pendant l'absence de Sulayed, Alim s'est penché vers moi et m'a parlé comme s'il me révélait un secret. Zaed, écoute-moi. Avant ma rencontre avec Sulayed, je maudissais ma mère. Je la maudissais de ne pas être mort avec elle. Pourquoi naître dans un pays qui cherche encore son nom? Je n'ai pas connu ma mère et je ne connaîtrai jamais mon pays. Mais Sulayed est venue vers moi. Un jour, elle m'a parlé. Elle m'a dit: Je connaissais ton père. Il me rend dans son échoppe pour me faire ressembler mes bottes. Kamal est un bon artisan, travaille bien. Il demande un juste prix pour son labeur. Mais c'est un homme malheureux. Et toi, son fils, tu es encore plus malheureux que lui. Alim, prononcer le nom de Dieu ne suffit pas. Je t'ai observé pendant la prière. Où est ta force? Pourquoi venir te prosterner parmi tes frères et implorer le nom de Dieu? Ta bouche est vide, comme ton cœur. Qui veut de ton malheur, Alim? Dis-moi, qui peut se nourrir de ta plainte? Tu as déjà 15 ans et tu n'as encore rien fait de cette vie que Dieu t'a offerte. À mes yeux, tu ne vaux pas mieux que nos ennemis. Ta mollesse nous affaiblit et nous fait honte. Où est ta colère? Je ne l'entends pas. Écoute-moi. Alim, nos ennemis sont des chiens. Ils nous ressemblent, crois-tu, parce qu'ils ont des visages d'hommes? C'est une illusion. Regarde avec les yeux de tes ancêtres, et tu les verras de quoi sont réellement faits ces visages. Ils sont faits de notre mort. Dans un seul visage ennemi, tu peux voir 1000 fois notre anéantissement. N'oublie jamais ceci. Chaque goutte de ton sang est 1000 fois plus précieuse que milliers de leurs visages. Quand Sulayed est revenu avec la ceinture, le silence s'est emparé de la nuit. A dit finalement Zaed à ses 2 fils qui l'écoutaient, assis dans l'ombre fragile des orangers. Impressionnés par le récit de leur père, Ahmed et Aziz ne comprenaient que la vie dans l'orangerie ne serait désormais plus la même. C'était la 2e fois en quelques jours que Zaed leur parlait aussi gravement, lui qui était si avare de ses mots. Il s'était levé péniblement et s'est allumé une cigarette. Il a fumé lentement et, à chaque pouffée, a donné l'impression de rouler dans sa tête des pensées lourdes, tourmentées. Alim va mourir, annonçait soudainement Zaed en écrasant une cigarette. À midi, quand le soleil brillera au zénith, Alim va mourir. Zaed s'est assis près de ses garçons et tous les 3 ont entendu en silence que le soleil se place exactement au-dessus de leur tête. À midi, Zaed a demandé à ses fils de regarder le soleil. Ils l'ont fait. Leurs yeux se sont d'abord plissés, puis ils ont réussi à les maintenir ouverts. Leurs yeux s'étaient mouillés de larmes. Leur père a fixé le soleil plus longtemps qu'eux. Alim se tient près du soleil maintenant. Pourquoi? A demandé Aziz. Des chiens habillés. Nos ennemis sont des chiens habillés. Ils nous encerclent. Au sud, ils ont formé nos villes avec des murs de pierre. C'est là qu'Alim est parti. Il a traversé la frontière. Sulayed lui a expliqué comment faire. Il est passé par un tunnel secret, puis il est monté dans un autobus bondé. À midi, il s'est fait exploser. Mais comment? Avec une ceinture d'explosifs, Aziz. Comme celle que nous avons vue? Oui, Ahmed, comme celle que vous avez vue dans le sac. Écoutez-moi bien. Sulayed, avant de partir, s'approchait de moi et m'a chuchoté quelque chose. Il m'a dit: Tu as 2 fils. Ils sont nés au pied de la montagne qui ferme notre pays au nord. Peu de gens connaissent aussi bien les secrets de cette montagne que tes 2 jeunes fils.
N'ont-elles pas trouvé le moyen de se rendre de l'autre côté? Ils l'ont fait, non? Tu te demandes comment je sais cela? Alim me l'a raconté. Et ce sont tes fils eux-mêmes qui l'ont raconté à Alim. Ayant dit cela, Zaïd a agrippé brusquement ses deux garçons par le cou. Il tenait Ahmed avec sa main droite et Aziz par sa gauche. Il les soulevait de terre. Il était comme fou. Ahmed et Aziz avaient l'impression que la terre s'était mise à trembler, que les oranges autour d'eux allaient tomber par les milliers de leurs branches. Est-ce la vérité à rouler à leur père? Qu'avez-vous raconté à Alim? Mais qu'est-ce que vous avez dit à ce garçon qui vient de se faire exploser? Ahmed et Aziz, incapables de parler, se sont mis à pleurer. Ce soir-là, Zaid est venu dans leur chambre. Ils étaient déjà couchés. Elle s'est penchée sur eux. Son corps, dans le pénombre, faisait comme une masse informe. Il parlait très bas. Elle leur a demandé s'ils dormaient. Ils n'ont pas répondu, mais ils ne dormaient pas. Zaid a continué à chuchoter. Mes petits hommes, il a dit, Dieu sait qu'il y a dans mon cœur. Et vous le savez aussi, vous m'avez toujours fait honneur. Vous êtes de braves fils. Quand la bombe est tombée sur la maison de vos grands-parents, vous avez montré beaucoup de courage. Votre mère est très fière de vous, mais elle ne veut pas comprendre ce qui se passe dans notre pays. Elle ne veut pas voir le danger qui nous guette. Elle est très malheureuse. Elle n'a pas salué Soulaïed quand il est parti. C'est un homme important. Elle l'a insulté. Elle n'aurait pas dû. Soulaïed va revenir, vous comprenez. Il va revenir pour vous parler. Dormez à présent. Elle a déposé un baiser sur le front d'Ahmed, puis sur celui d'Aziz, comme il l'a fait à l'hôpital. Quand il est parti, son odeur est demeurée dans la chambre. N'oubliez pas de prendre des notes dans vos notes de cours. Zaed avait raison. Soulaïed est revenu très vite. Ahmed a tout de suite reconnu le bruit de la Jeep. Il est sorti de la maison en courant. Soulaïed lui a fait un signe de venir vers lui. Cette fois-ci, il était seul. Il lui a demandé « Es-tu Ahmed ou Aziz ?»« Je suis Ahmed. »« Eh bien, Ahmed, va chercher ton frère Aziz. Je veux parler à tous les deux. » Ahmed est retourné à la maison. Aziz n'était pas encore levé. Parce qu'il avait été malade, sa mère le laissait dormir. Ahmed l'a secoué. Vite, habille-toi. Soulaïed est revenu. Il veut nous parler. Aziz a ouvert grand les yeux, les sourcils relevés d'étonnement. Il faisait penser à un petit chien. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Grouille-toi, je t'entends en bas. J'arrive, a marmonné son frère, encore endormi. Quelques minutes plus tard, Ahmed et Aziz se sont approchés de la Jeep avec un mélange d'excitation et de méfiance. Qu'est-ce que vous attendez? Montez, leur a dit Soulaïed, le sourire aux lèvres. N'ayez pas peur, je ne vous mangerai pas. Il a déplacé sa mitraillette vers l'arrière pour faire de la place près de lui. Quand la Jeep a démarré, Ahmed aperçut son père dans l'engrais. Celui-ci s'est approché de la route et a regardé le Jeep s'éloigner. Soulaïed conduisait vite. Les garçons aimaient ça. Aziz était assis entre Soulaïed et son frère. Personne ne parlait. Ils ont quitté la route pour prendre le chemin de terre qui menait vers la montagne. Le vent sifflait, la poussière soulevée piquait les yeux. Les garçons ont aperçu le cadavre d'un animal. Soulaïed l'a évité d'un coup de volant. Ahmed lui a demandé ce que c'était. Soulaïed a haussé les épaules. Quelques minutes plus tard, la Jeep s'est arrêtée brutalement. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. La montagne se dressait devant eux, fermant l'horizon de sa masse bleutée. Soulaïed est sorti de la Jeep. Il a fait quelques pas. « Qu'est-ce qu'il fait ?» a demandé Ahmed à voix basse à son frère. Ils ont soudain entendu un bruit d'eau. Aziz a dit en retenant un rire. Il se vide la vessie. Après un moment et que leur a paru très long, Soulaïed est revenu s'asseoir dans la Jeep. Il a allumé une cigarette. Il a aspiré une longue pouffée et a pointé la montagne tout près. Il y a longtemps, j'avais l'habitude de venir ici, leur a raconté. J'avais votre âge. Avec quelques amis, je me promenais à bicyclette. Je la laissais sur le bord du chemin et je m'aventurais à pied entre les rochers. À l'époque, il y avait encore des loups, mais les loups ont disparu. Il n'y a que des serpents. Il y avait aussi des bosquets de cèdres géants, des arbres magnifiques. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une poignée dans les environs. Regardez là-bas, on peut en apercevoir un. Vous le voyez près de l'escarpement. Eh bien, ce cèdre, je le connais comme un frère. Il a au moins 2000 ans et mon plus grand bonheur, quand j'étais enfant, c'est de m'accroupir à ses branches et de grimper jusqu'à la plus haute.
Parmi mes amis, j'étais le seul à pouvoir accomplir cet exploit. Je n'avais pas peur, même si je ressentais les effets du vertige. Une fois bien accroché à la dernière branche, je passais des heures à contempler la plaine. Là-haut, j'avais l'impression d'être une autre personne. Je voyais le passé et l'avenir en même temps, je me sentais immortel, inatteignable. Je contemplais les deux versants de la montagne juste en tournant la tête. Les jours du ciel bleu, mon regard glissait comme les ailes déployées d'un aigle. Rien ne pouvait l'arrêter. À l'est, j'apercevais la terre jaune de votre grand-père Mounir. Je la traitais de fou. Vouloir planter des arbres de ce côté de la montagne. Je lui lançais des insultes. Je n'avais pas peur de le faire. Je savais bien qu'il ne pouvait pas m'entendre. Personne ne pouvait m'entendre quand j'étais perché en haut de cet arbre. Personne. Sulaïed s'est arrêté de parler, à scruter le ciel comme s'il venait d'entendre un avion passer. Il n'y avait rien dans le ciel, pas même un oiseau. Sulaïed a aspiré une dernière bouffée de sa cigarette. Il a lancé le mégot dans les airs d'une pichenette, puis s'est emparé de la mitraillette. Il s'est mis debout dans le jeep et a déchargé son arme dans la direction du cèdre. Le bruit de la rafale a coupé le souffle des enfants. Ils se sont retrouvés collés au plancher de la jeep. Sulaïed a jeté son arme et les a agrippés par le cou comme leur père l'avait fait dans l'orangerie. Les bras de Sulaïed étaient musclés. Une grande force émanait de la personne. Devinez, a-t-il dit avec une voix pleine de fierté, c'est que je pouvais voir avec mes yeux d'enfant quand je tournais vers l'ouest. Pas cette bande de terre aride où votre grand-père s'est cassé les doigts. Non! Vous n'avez pas d'idée ce que je voyais là-haut. À l'ouest, il y avait une vallée où nos ancêtres avaient planté des jardins magnifiques. C'était le paradis, un pur miracle, je vous dis. On apercevait au loin, derrière une longue rangée d'eucalyptus, les abords d'un village. Entre les maisons, les habitants avaient planté des dattiers et des palmiers. Notre terre se déroulait jusqu'au contrefort de l'immense chaîne de montagnes qui longe l'océan. Sur mon perchoir, je récitais à tue-tête ces mots de notre grand poète Nahal. Le paradis fait d'eau, de sol, de ciel, et d'un regard que rien n'arrête. Le regard est la matière secrète de l'espace. Ne le tuez jamais. Je vais faire une petite pause ici, là. Ils ont parlé de eucalyptus. Je suis pas sûr, mais il me semble que ça pousse juste en Australie, l'eucalyptus. C'est genre la plante que les koalas ils mangent. Puis comme n'importe qui mange ça, c'est genre super empoisonné. En tout cas, petite bulle. Mais si aujourd'hui tu grimpais en haut de ce cèdre malade, que verrais-tu? Ou toi, hein? Dis-moi, que verrais-tu? Sulaïed a secoué un des garçons par les épaules. Eh bien, tu ne réponds rien? Qu'est-ce que tu verras aujourd'hui? Là, c'est quoi lui faire mal? Amel ne se disait rien. Tu as perdu ta langue? Ah bien? Ahmed était terrorisé. Sulaïed est sorti de la jeep. Il a fait quelques pas. Puis il est revenu vers les enfants. Il a donné un grand coup de botte sur une roue de la jeep. Un peu d'écume brillait au coin de ses lèvres. C'est finalement votre grand-père Mounir qui a eu raison, a-t-il crié avec amertume. Il a planté ses orangers du bon côté de la montagne. Allez, sortez de la jeep, ne me regardez pas comme ça. Vous savez très bien pourquoi je vous ai amené ici. Saïd a poussé les garçons hors de la jeep. Ahmed a pris la main de son frère, la sienne tremblait. Vous connaissez cet endroit? Je le sais. Avant les bombardements, vous aviez l'habitude de venir ici. Je vous ai même aperçu un jour sur vos bicyclettes. Vous vous rendiez ici, pas vrai? J'en suis certain. Je sais pourquoi. Vous l'avez demandé à Halim, et Halim me l'a raconté. Nous avons rien raconté à Halim? Il a menti, s'empressait de répondre Ahmed. Sulaïed a souri, et il a posé ses deux mains sur les épaules d'Ahmed. N'aie pas peur, petit, tu n'as rien fait de mal. Ahmed s'est dégagé, elle s'est mise à courir vers le chemin de terre. Sulaïed s'est tourné vers l'autre garçon. Il a demandé si c'était Ahmed ou Aziz. Je suis Aziz. Alors il s'est tourné vers Ahmed, qui s'enfuyait. Il a crié « Ahmed, Ahmed, écoute-moi. Halim m'a parlé du jour où la corde de votre cerf-volant s'est cassée. Je sais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Dieu est grand. C'est lui qui a cassé la corde de votre cerf-volant. Crois ce que je te dis, Ahmed. Il l'a cassé pour que les choses se passent comme elles doivent se passer. » Ahmed s'est arrêté de courir. Sulaïed a pris la main d'Aziz et l'entraînait avec lui vers son frère. Ils se sont assis tous les trois à l'ombre de rocher. Vous êtes venus ici pour lancer votre cerf-volant. Tous les enfants des environs savent que c'est le meilleur endroit pour le faire. Mais depuis le bombardement, personne ne se risque plus à venir ici. Vous deux, vous êtes venus malgré le danger et votre corde s'est cassée. Et le cerf-volant, libéré,
s'est envolé comme s'il avait voulu rejoindre, au-delà de la côte, l'immensité de l'océan. Et soudain, le vent s'est arrêté. Comme par magie, vous avez observé le cerf-volant descendre du ciel et disparaître de l'autre côté de la montagne. Et vous êtes parti à sa recherche comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Du papier et du vent. J'imagine qu'il devait être fabuleux, votre cerf-volant, avec plein de couleurs vives. Peut-être avait-elle la forme d'un oiseau, d'un dragon, d'une libellule, peut-être. Non, non, rien de tout cela, a dit Aziz. C'était notre grand-père Mounir qui l'avait fabriqué, juste du papier et du vent, comme vous venez de le dire. Et vous avez commencé à escalader la montagne? J'avais raison, répondez-moi. Il fallait revenir à la maison avec le cerf-volant, sinon notre père nous avait fait questionner. Nous aurait questionné, a répondu Ahmed. Oui, a poursuivi Aziz, qui s'est mis à imiter la voix de son père. Où l'avez-vous perdu? Vous n'avez pas de cœur, perdez le cadeau de votre grand-père. Où êtes-vous allé? Elle aurait attendu notre réponse, a repris Ahmed, et nous aurions dit la vérité, que nous ne pouvons pas mentir à notre père. C'est bien, il ne faut jamais mentir à celui qui vous a donné la vie. Notre père nous aurait tués, a dit Aziz. Ça avait appris que nous étions venus jusqu'ici. Il fallait revenir avec le cerf-volant. Nous avons commencé à monter dans la montagne. Elle n'était pas très haute. Il y avait comme un fantôme de chemin qui serpente entre les rochers. Nous l'avons suivi facilement. Nous avons ri. C'est excitant de monter si haut et d'apercevoir en bas de la vallée et très loin la tache verte de l'orangerie. N'oubliez pas de prendre vos notes comme toujours. Celui qui a le courage de s'élever embrasse d'un seul coup d'œil toute sa vie, et aussi toute sa mort. Sulayed a souri en disant cela. Il a offert des cigarettes aux garçons. Ils ont fumé, assis tous les trois sur le sol qui devenait, malgré l'ombre, de plus en plus brûlant. La sueur brillait sur le cou de Sulayed. C'est finalement votre grand-père Mounir qui a eu raison. Il a planté à l'époque ses orangers du bon côté de la montagne, car de l'autre côté, nos morts ont été expulsés de leurs tombeaux. Et les vivants ont été massacrés, leurs maisons détruites, leurs champs, leurs jardins rasés. Chaque jour qui passe, nos ennemis rongent la terre de nos ancêtres. Ce sont des rats. Sulayed a pris une longue pouffée de sa cigarette. Eh bien, Ahmed et toi, Aziz, quand vous êtes arrivés au sommet, qu'est-ce que vous avez vu de l'autre côté? De l'autre côté du ciel, a répondu Aziz. J'ai vu l'autre côté du ciel. Il n'avait pas de fin, comme si mes yeux n'arrivaient pas à aller plus loin que lui. Et puis, dans la poussière, soulevé par le vent, j'ai vu au loin une ville, une drôle de ville. Ce n'est pas une ville, a précisé Ahmed. Ça ne ressemblait pas à une ville. À chaque bout, il y avait des tours qui lançaient dans le ciel des éclairs de lumière. Des baraques militaires. Voici ce que vous avez vu. Vous avez vu des entrepôts entourés de barbelés. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Notre mort. Notre mort. Il la planifie depuis des années. Mais Dieu a cassé la corde de votre cerf-volant, et c'est leur propre mort qu'il entrepose à présent. Ahmed et Aziz ne comprenaient pas les dernières paroles de Sulayed et se demandaient si celui-ci n'était pas en train de perdre la raison. Vous saviez ce que vous alliez voir. Vous saviez ce que vous alliez voir de l'autre côté de la montagne. Qui ne le sait pas? Nous sommes en guerre depuis si longtemps. Vous le saviez, non? Et ce n'est pas ce que vous a raconté Halim. Non, nous le savons pas. Ne mens pas. Mon frère ne ment pas, hurlait Aziz en se levant. Laisse-moi raconter à Halim ce que notre cerf-volant avait réussi à voler au-delà de la montagne. Je voulais juste l'impressionner, c'est tout, a ajouté Ahmed, les larmes dans la voix. Halim était le meilleur dans la région pour faire voler cerf-volant. Je n'ai rien fait de mal. Écoutez-moi tous les deux. Peu importe si vous le saviez ou non, et peu importe ce que vous avez vraiment raconté à Halim, ce n'est pas ce qui est important. Ce sont des enfantillages. N'en parlons plus. Voulez-vous savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Sulayed s'est levé sans entendre leur réponse, à grande enjambée, et s'est dirigé vers la montagne. Suivez-moi. Oubliez comme toujours de... oubliez pas de prendre vos notes, là. Ils ont marché tous les trois pendant une bonne dizaine de minutes sous le soleil avant d'arriver au pied de la montagne. C'est par ici, j'imagine, que vous avez escaladé la montagne pour récupérer votre cerf-volant. Oui, admit Aziz. Juste là, a précisé son frère. C'est bien ça que je croyais. Sulayed a entouré de ses bras les deux garçons. Vous ne saviez pas qu'à chacun de vos pas, vous risquiez de sauter sur une mine. Vous ne le saviez pas, hein? Sulayed a caressé la tête des garçons. Un miracle! Voilà ce que s'est passé. Ce qui s'est vraiment produit ce jour-là. Dieu a cassé le corps de votre cerf-volant et Dieu a guidé vos pas dans la montagne.
Ils sont retournés à la route en silence. Aziz avait envie de vomir à cause de la cigarette que lui avait offert Sulayed. De retour à la Jeep, Sulayed a éclaté d'un grand rire. Elle a ramassé une bouteille d'eau qui traînait à ses pieds. Elle était à moitié pleine. Elle l'a ouverte et a versé le contenu sur sa tête. L'eau a ruisselé sur ses cheveux et sa barbe et a mouillé sa chemise. Son rire a fait peur au garçon. Il s'est tourné vers eux, leur a montré son grand sourire. Ses dents blanches étaient belles, sans aucun défaut. Il a démarré. Ahmed n'a pas osé lui dire qu'il avait soif aussi. Il a cherché des yeux si une autre bouteille traînait. Il n'en avait pas d'autre. Sulayed conduisait plus vite qu'Ali. Il a dit en parlant très fort dans le bruit de la Jeep et du vent. Avez-vous maintenant réalisé ce que vous avez accompli? Vous avez trouvé un chemin pour vous rendre jusqu'à cette drôle de ville. Vous êtes les seuls à l'avoir fait. Tous ceux qui ont tenté de le faire ont été étiquetés par les mines. Dans quelques jours, l'un d'entre vous retournera là-bas. Toi, Aziz, ou toi, Ahmed. Votre père décidera. Et celui qui aura été choisi portera une ceinture d'explosifs. Il descendra jusqu'à cette drôle de ville et la fera disparaître jusqu'à jamais. Sulayed, avant de les quitter, leur a encore dit « Dieu vous a choisi. Dieu vous a béni. » Ahmed s'est réfugié dans la maison. Aziz a longtemps regardé le nuage de poussière soulevé par le départ du Jeep. N'oubliez pas de prendre vos notes, comme toujours. Depuis que les garçons attendaient le retour de Sulayed, le temps était devenu étrangement long. Les minutes s'étiraient comme si elles étaient faites avec de la pâte. L'un des frères partira à la guerre et se ferait exploser, comme l'avait appelé Sulayed. Il en parlait sans arrêt. Sur qui le choix de leur père s'arrêterait-il? Pourquoi l'un plutôt l'autre? Aziz jurait qu'elle ne laisserait pas partir son frère sans lui. Ahmed affirmait que la même chose. Malgré leur jeune âge, il était conscient de l'honneur que Sulayed leur avait fait. Il était subitement devenu de vrais combattants. Pour tuer le temps, il s'amusait à se faire exploser dans l'orangerie. Aziz avait chippé, comment on dit ça? Shipper, c'est ça. Shipper arrête de chipper. Aziz avait chippé à son frère une vieille ceinture qu'il avait alourdie de 3 petites boîtes de conserve remplies de sable. Il la portait à tour de rôle, se glissant dans la peau du futur martyr. Les orangers jouaient aussi à la guerre avec eux. Ils se métamorphosaient en ennemis, interminables rangées de guerriers prêts à lancer leurs fruits explosifs au moindre bruit suspect. Les garçons se faufolaient entre eux, rampant et s'écorchant les genoux. Au moment où ils actionnaient le détonateur, un vieux lacet, les arbres se déracinaient sous l'impact de l'explosion et grimpaient au ciel en 1000 fragments avant de retourner sur leurs cadavres déchiquetés. Ahmed et Aziz tentaient d'imaginer l'impact au moment fatal. « Tu crois qu'on va avoir mal? »« Non, Ahmed. »« Tu es certain? Et Halim? »« Quoi, Halim? »« Il doit y avoir de petits morceaux d'Halim un peu partout maintenant. »« J'imagine. »« Tu crois que c'est un problème? »« Pourquoi un problème? Pour monter là-haut? » Réfléchis, Ahmed. Ce n'est pas vraiment important ce qui se passe sur Terre. Le vrai Halim, le Halim complet, il est déjà là-haut. C'est ce que je pense aussi, Aziz. Alors, pourquoi tu te fais du souci? Pour rien. Hier, j'ai rêvé. Notre père m'avait choisi. Avant de partir, je t'ai donné mon camion jaune. Quel camion jaune? Celui de mon rêve? Tu n'as jamais eu de camion jaune. Dans mon rêve, j'en avais un. Je te l'ai donné. Et je suis parti avec la ceinture. Et moi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait quand tu es parti avec la ceinture? Tu t'es amusé avec le camion jaune. Ton rêve est stupide, Ahmed. C'est toi qui es stupide. Les deux frères se sont observés en silence un long moment. Chacun tentait de deviner ce que l'autre pensait. Aziz a vu dans le regard de son frère monter des larmes. Aziz, est-ce que tu entends des voix parfois? Qu'est-ce que tu veux dire? Des voix qui parlent dans ta tête? Non, Ahmed. Jamais? Jamais. Ahmed était déçu de la réponse de son frère. Au début, il avait cru que tout le monde entendait des voix résonner dans sa tête. Si c'était ainsi que les choses fonctionnent... Mais avec le temps, Ahmed est arrivé à la conclusion qu'il était peut-être seul dans tout l'univers à vivre un pareil phénomène. Personne autour de lui n'avait mentionné qu'une telle chose puisse exister. Une seule fois, il avait trouvé le courage d'en parler à sa grand-mère Shahina, mais il n'avait pas pu rapporter aucune des paroles étranges que ces voix fabriquaient sans s'annoncer. Les voix déroulaient en lui de sons incohérents,
tournait à l'envers des mots, répétant à l'infini une phrase qu'il venait de dire ou que son frère ou sa mère avait prononcée la veille. Ahmed avait la sensation d'abriter en lui un Ahmed minuscule, une sorte de noyau de lui-même, qui aurait été fabriqué dans une matière beaucoup plus dure que sa propre chair, et qui aurait possédé plusieurs bouches comme son personnage, Dodi. Parfois, les voix s'exprimaient comme si elles savaient plus de choses qu'Ahmed lui-même. Peut-être était-elle née avant lui, peut-être avait-elle vécu ailleurs avant de se loger en lui. Peut-être quand il dormait, voyageait-elle et accumulait-elle des connaissances inaccessibles pour lui. Peut-être connaissait-elle d'autres langues que la sienne, et malgré les moments où elle déformait les mots, martelait sans raison apparente, avait-elle des choses importantes à lui dire. Et c'est la fin, n'oubliez pas de prendre des notes. Subscribe, abonnez-vous, commentaires, like, parfait. Salut!